Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité Qu'en pensez-vous? Une émission où on analyse, on discute, on réfléchit sur l'actualité ambiante. Et cette semaine, surprise, encore Joanie Riendo. Bonjour Joanie! Bonjour Pierre! Comment vas-tu? Ah, ça va bien. Je sais pas pour nos auditeurs, mais je sais que ces temps-ci, je voudrais que mes journées durent 36 heures pour être capable de faire tout ce que je voudrais faire cet On a automne. un beau soleil aussi. Oui. On est capable de voir l'automne, de se promener, d'être dehors avec une belle température. C'est agréable. Oui, puis tu sais, entre les bleuets puis là, la chasse qui est débutée, on veut tellement faire plein d'affaires à l'automne. Lançons-nous dans l'actualité. Oui. Commençons par les élections municipales qui s'en viennent à grands pas. Qui est très, très local. Oui, très, très local. Et vendredi dernier, c'était la fin des mises en candidature. Donc, on a vu, on va le traiter, là, les élections en plusieurs points. Là. Premièrement, on a vu plein de gens être élus par acclamation. Donc, il n'y a pas eu d'opposition. Les gens ont été élus. Il y a beaucoup de questionnements qui s'est fait en disant, bon, est-ce qu'on perd au niveau démocratique parce qu'il n'y a pas de débat? Est-ce parce qu'on fait confiance aux gens en place? Est-ce que c'est parce que c'est trop compliqué puis il y a trop d'enjeux en lien avec Est-ce qu'il y a un manque d'intérêt pour une candidature dans ce sens-là? Ouais, Est-ce que c'est trop entreprenant de faire une campagne? Est-ce que, justement, le temps que ça prend par rapport au salaire que tu gagnes, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Mais on a maintenant des certitudes. Monsieur André Guy, félicitations à lui, sera le nouveau maire de Dolbeau-Mistassini, entre autres. Puis là, il y a une pléiade de conseillers, de maires un peu partout dans la MRC Maréchal-de-Laine qui ont été confirmés, et partout, en fait, au Québec et dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais ça a été quand même assez marquant cette année, particulièrement marquant d'avoir autant de maires et mairesses qui ont été élus par acclamation, principalement des maires. Donc, c'est quand même à se poser des questions. Je les félicite moi aussi. Mais ça donne pas une course ultra intéressante non plus pour toutes les En fait, postes. c'est que là, on n'a pas de choix. Là, dans le sens, quand tu n'as pas de choix, tu peux pas dire je préfère cette vision-là que cette vision-là. Je trouve cette idée-là bonne plutôt que celle-là. Là, tu es pris avec cette vision-là qu'on t'offre généreusement. Là. Les gens qui viennent là, je dois les féliciter. C'est un engagement, c'est extraordinaire. Mais en même temps, pense même pour eux que ça aurait été le fun de débattre, de faire valoir leurs idées parce que on les entendra pas, là, ces gens-là. Non, mais de sentir aussi que ça a été la population qui a choisi. Alors que là, c'est par dépit. Des fois, ça me fait poser la question si ce système-là pourrait pas, tu sais, dans le cas de Morin, dans les CA, tu peux avoir l'opportunité de voter pour la chaise. Donc, de préférer avoir une place vide que la personne qui a porté sa candidature. Donc, c'est peut-être une question qu'il faudrait se poser au niveau des élections. Donc, oui, ça peut coûter cher, mais d'un autre côté, si la personne perd parce que la majorité de la population préfère avoir un siège vide que d'avoir cette personne-là, mais c'est quand même un indicateur. Un peu humiliant, par exemple, ça va faire battre par une chaise. Mais tu comprends ce que je veux dire. Ouais. Apporter un vote blanc ou annuler son vote veut quand même envoyer un signal démocratique. C'est pas dans... Oui, je suis parfaitement d'accord avec toi, mais c'est vraiment pas dans la culture de notre mode de scrutin. Mais c'est un peu une réflexion qu'on devrait se poser, surtout s'il y a une perte d'intérêt pour la participation politique en tant que candidat, en tant que conseiller, en tant que maire, donc la participer activement à la politique locale, principalement. Donc, ça pourrait être quand même, tu sais, imaginons les éléments les plus hypothétiques. Un maire se présente, une personne se présente au poste de maire. C'est la seule personne, il y a un vote, mais ça peut être un vote la journée ou le lendemain, tu sais, on n'a pas besoin d'avoir le 6 semaines, là. Mais il y a un vote, puis la personne est élue. Parfait. Elle a confiance que c'est pas juste parce qu'elle est toute seule. Donc, elle a un poids. Ouais. Mais la personne perd. Elle peut se représenter comme une deuxième phase, mais avec un plan qui va être beaucoup plus en accord avec l'ensemble, donc plus intéressant pour la population qui va voter. Et peut-être aussi dire aux autres candidats qui étaient gênés ou encore qui peuvent se sentir intimidés par la candidature de cette première personne, de dire « j'ai peut-être ma chance ». Ouais. Donc, ça, tu sais, peut-être qu'il faut quand même limiter le nombre de candidatures, mais lorsqu'on a juste un seul candidat, c'est peut-être une question à se poser. Oui, non. Puis il y a une autre question qui a été soulevée cette semaine par Richard Hébert dans les médias que je trouvais très pertinente, c'est qu'est-ce qu'on va faire dans l'avenir? Parce qu'on voit, par exemple, Ville-Saguenay, c'est 15 conseillers municipaux pour 150 000 personnes. Puis dans le Bas-Saguenay, on a au total 91 élus pour 22 000 personnes. Donc là, à un moment donné, M. Hébert parlait de peut-être regrouper sans faire perdre l'autonomie ou la couleur de chaque petite municipalité.
Je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est arrivé, là, c'est déjà arrivé. Là, avant, il y avait Sainte-Marguerite-Marie qui existait, ça n'existe plus, ça fait partie de Boum-Sassini. Donc, tu sais, je veux dire, c'est pas la première fois qu'on réfléchit de cette façon-là. Est-ce que ça pourrait être pertinent pour une MRC comme Maria-Chapdelaine? Par exemple, on le voit dans le secteur géant, ils ont regroupé déjà plein de services. Est-ce que ça pourrait être une idée ou tu penses que c'est pas viable? Je peux pas dire que c'est pas viable, je peux pas dire que c'est une mauvaise idée. Mais je peux pas dire que c'est une bonne idée non plus parce que la politique locale, la politique municipale a beaucoup trop d'impact sur la vie locale aussi. Ben oui. Donc, lorsqu'on la disperse ou on la dilue, on voit présentement, juste à la ville de Saguenay, puis on parle quand même d'une plus grosse ville, il y a eu des fusions. Puis là, c'est le débat de quel centre-ville doit être le plus investir. Ça, j'en peux plus de ces débats-là. Jean-Pierre On a eu ça Labbé, longtemps ici à Dolbeau-Mistassini. Donc, si on se dit qu'on fusionne 3-4... sérieusement, on va se retrouver avec peut-être une participation politique, mais une mauvaise expérience du politique. Oh, puis plus on centralise, moins il y a de services de proximité. Ça, on parlera pas du CIUS, on parlera pas des Services Québec, on parlera pas de Services Canada, on parlera pas de tout ce qui a démontré que lorsqu'il y a une centralisation exagérée, c'est ça qui arrive. Puis tu sais, il faut se le dire, là, quand M. Hébert a parlé de l'exemple du géant, il parlait des services aux citoyens. Oui, exactement. Et non des décisions politiques. Ça, c'est deux choses. Oui. Donc, lorsqu'il y a un service d'égout, c'est pas mal plus facile à choisir que les règlements si on va avoir le droit de construire un immeuble de tant d'étages dans notre ville. Pourquoi ce serait des citoyens de Normandin qui choisiraient pour Albanel la grosseur de... Donc, c'est pour ça, c'est normal de regrouper la MRC à la base. Le principe de la municipalité régionale de comté, c'est de partager des services de manière regroupée. Oui, mais il y a l'idée d'une MRC, une ville aussi, là, qui est toujours là un peu dans un fond ambiant, mais que personne ose dire « Ouais, ça serait une bonne idée ». Est-ce que ça serait une bonne idée? Non. Je vais être très claire. Non. Moi, j'abonde absolument dans ton sens. Je pose la question. Ça ne serait pas une bonne idée. Présentement, là, j'ai hâte de voir la dynamique avec le nouveau Conseil des maires. On ne se le cachera pas. Le Conseil des maires, ils sont capables de se parler. Ils se trouvent des coopérations ensemble. Ils sont beaucoup plus à l'écoute de leurs citoyens. Puis en ayant leurs propres conseils municipaux, il faut se dire aussi que c'est plus de personnes qui s'impliquent dans les comités locaux. Parce que les conseillers, c'est pas juste là pour juste les conseils. Là. Ils participent dans des comités sociaux, ils ont chacun leur domaine. Il y a un conseiller qui est réservé ou qui est spécialisé auprès de la communauté aînée, de la communauté jeunesse, des nouveaux arrivants, les services aux citoyens. Donc, chacun des conseillers a quand même un rôle bien particulier, en plus de représenter sa propre... Des fois, c'est son quartier, des fois, c'est les personnes qui l'ont élu. Donc, le rôle du conseiller dans une petite municipalité a son importance aussi. Je peux comprendre, par exemple, on regarde à Notre-Dame-de-Lorette, une population de moins de 120 habitants. Il y a 6 conseillers municipaux, puis un maire. Ça fait quand même un gros pourcentage de la population. Est-ce qu'on pourrait fonctionner, par exemple, à 4 conseillers et un maire? Est-ce qu'on pourrait penser à faire ça ou tu penses qu'il faudrait changer la loi sur les élections municipales? Oui, il faudrait parce que ça reste quand même assez limité, mais il faut quand même se poser des questions. Mais je pense pas que ça doit être fait de manière globale. Il faudrait que les municipalités entre elles se parlent. Donc, cas par cas, une question de comprendre le contexte à chaque fois, quelque chose qu'on fait jamais. Là. Puis... quelque chose que nous, on fait, pas les grosses instances, mais c'est quand même quelque chose une façon dans laquelle on doit travailler dans ce cas-là. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vivent un choc. On a le social, on a la culture, on a le développement des services, on a la promotion de la distribution des taxes, parce qu'entre deux villes, c'est pas toujours le même compte de taxes. Il y a plusieurs choses qui rentrent en compte, donc puis je pense pas que ça soit une instance qui doit faire ça. Il faut que ce soit les organisations municipales qui se parlent entre elles pour regarder et proposer aux citoyens, est-ce qu'on le fait? Donc, autant une diffusion qu'une fusion doit se faire entre les acteurs principaux et ne pas être dire « Ah, il n'y a pas assez de participation politique, Notre-Dame-de-Lorette, Saint-Eugène, Saint-Saëns-Sauve devenaient la même ville. » Il n'y a personne qui va être content. Non, mais en même temps, rappelle-toi, quand on a fait la loi sur les fusions municipales, toutes les villes n'étaient pas contentes. Puis quand on a permis aux villes de se défusionner en disant, bien là, si vous ne voulez pas, vous pouvez défaire ça, il y a seulement 2 villes au Québec qui ont décidé de se défusionner. Pourquoi?
Ben, C'est parce que lorsqu'on a vécu les fusions, beaucoup d'éléments ont été dépensés pour changer l'image, pour que ça devienne une ville unique. Je viens d'une ville qui a eu beaucoup de fusions en même temps, Lac-Édouard, la Bostonnais et autres. Et eux autres, ils ont vécu des diffusions. La TUC a vécu des diffusions. La Bostonnais, c'est un autre village. Lac-Édouard, c'est un autre village. Pourquoi? Parce que les autres, lorsqu'il y a eu les fusions, la municipalité centrale, celle qui portait le nom, a dû changer tous les noms de rues, tous les affichages, toutes les indications. C'est énormément d'investissement. Mais pour des petites municipalités, tout enlever cet affichage-là parce que tu ne restes pas avec l'ancien nom, c'est aussi une dépense importante pour des municipalités qui sont incroyablement petites et qui n'ont pas le budget pour le faire. Donc, c'est une grosse question à se poser en tant que citoyen. Est-ce que ça devient un bénéfice de se défusionner? Mm-hmm. Alors que s'il n'y avait pas eu la fusion à l'initiale, il n'y aurait pas eu... Et s'il n'y aurait pas eu les fusions forcées à l'initiale, il n'y aurait pas eu... Ouais, c'est la question ne se serait pas posée. Ça ne serait même pas posée. Donc, c'est... On dit, ah, mais ils ne se sont pas défusionnés. Est-ce qu'on a vraiment calculé le coût financier de se défusionner? Oui, parce que durant la fusion, il y avait aussi des budgets qui venaient avec ça. Donc, oui, je comprends. Puis, c'était avantageux, par exemple, pour la ville de Parent à la TUC. Moi, je parle de ce territoire-là parce que j'y habitais à ce moment-là. Oui. On n'en parle jamais assez de mais c'est pas... le territoire de Parent est quand même considéré comme un quartier de la ville de la TUC. Et ceux qui le savent, c'est quand même un quartier très loin. Bien, ils ont énormément eu avantage à être à la ville de la TUC, même si c'est incroyablement éloigné. C'est beaucoup plus proche de l'Abitibi que de la TUC. Bien, parce que là, ils ont été capables d'avoir un système de pompiers. Parce que là, la ville payait ça. Oui, c'est ça. Donc, la Sûreté du Québec leur revenait pas mal moins cher parce que de toute façon, la centrale était à la TUC. Ouais. Donc, c'est toutes des choses qu'il faut regarder à la base. Là. Quand on dit qu'ils ne seraient jamais fusionnés, ils ne se sont pas défusionnés. Pourquoi ils ne se sont pas défusionnés? À cause des chiffres. Mais ils ne se seraient pas fusionnés si ça n'avait pas été une obligation. Si ça n'avait pas été une obligation. Intéressant cette discussion. Maintenant, qu'est-ce qui nous reste comme course? Qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'on surveille pour les élections municipales de novembre prochain? Il y a quelques postes de conseiller. Il y a un poste de conseiller qui va être très intéressant. Je ne connais pas tous les candidats, mais il y en a un qui m'a marqué. C'est Stéphane Hood comme conseiller à Dolbeau-Mistassini, qui est quand même très impliqué dans la communauté, qui est quand même copropriétaire de chez Pierrette, un club d'haltérophilie. Il est impliqué, il a une opinion. On le voit souvent sur les médias sociaux. Donc, moi, j'ai hâte de voir, est-ce que l'image, parce que je pense que c'est un homme très intelligent qui apporte beaucoup, mais les deux autres candidats ne sont pas aussi connus que lui. Donc, on va voir comment les deux autres candidats vont se distinguer. Oui. Puis quand je dis les deux autres candidats, c'est vraiment parce qu'on peut aussi marquer que Stéphane Hood. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas moins intéressants. Ah oui. Ça veut dire qu'on les connaît peut-être moins. Donc, j'ai hâte de voir comment eux, ils vont se distinguer. Parce qu'à Dolbeau-Mistassini, on n'a pas un fonctionnement de parti. Donc, il n'y a pas un budget de parti qui va aider. Donc, c'est intéressant. Ouais. Ça va être le fun à voir. Sinon, il y a Normandin. Oui, à Normandin, à Albanel et à Sainte-Jeanne-d'Arc, qui a présentement une course à la mairie. Donc, Normandin et Albanel, donc c'est garanti d'avoir des nouveaux maires. Donc, ça, c'est déjà intéressant de voir ça va être quoi leur programme. Une nouvelle dynamique, mais leur programme aussi, parce que c'est des maires qui ont quand même apporté beaucoup de changements au cours de leur mandat, puis très actifs au niveau de l'attraction, au niveau de l'amélioration des... Donc, est-ce qu'on va avoir des maires... Qu'est-ce qui va être apporté? Est-ce que ça va être plus de conservatisme, plus d'économie budgétaire? Est-ce que ça va être une continuité de l'ancienne administration? Puis à Sainte-Jeanne-d'Arc, la mairesse est encore dans la course. Là, elle est encore dans la course. Fait que là, on a vraiment une confrontation entre, pas le statu quo, mais la continuité et des nouvelles visions. C'est ça. Donc, ça va être quand même intéressant de suivre les trois, surtout en sachant que Normandin est la deuxième plus grosse ville de la MRC. Albanel est considérée comme une des villes les plus dynamiques de toute la MRC pour le contenu de sa population et une des plus jeunes. C'est une des rares villes de la MRC qui a une augmentation de sa population. Un bilan migratoire positif. Un bilan migratoire positif. Puis Sainte-Jeanne-d'Arc ont vraiment plusieurs défis, mais beaucoup de projets sur la table qui sont très intéressants, qui ont été lancés ou qui ont été apportés auprès de l'ancienne mairesse, mais qui n'ont pas encore débouché. Donc, c'est quand même intéressant à poser la question à la mairesse. Qu'est-ce qui va arriver de ces projets-là? Est-ce que vous allez vous concentrer là-dessus? Si oui ou non? Puis,
qu'est-ce que les autres candidats pensent de ces Oui. projets-là. Est-ce qu'ils vont en rajouter ou d'autres? Donc, ça va être intéressant à voir. Parce que c'est tous des projets qui sont intéressants, qui sont attirés, puis qui attisent de la motivation, mais il n'y a rien qui a démarré ou de signé officiellement. Puis en plus, c'est que le fait qu'il y ait beaucoup d'élus par acclamation, veut pas, ça va mettre les projecteurs sur le peu de lutte qui reste. Fait qu'il Oui. reste d'avoir un peu plus de pression ou d'engouement autour de ces municipalités-là. Donc, mais en fait, là, je pense que tu mélanges, toi, Saint-Thomas-du-Dim et Albanel. Oui, bien c'est ça. On vient de me glisser à l'oreille que je suis désolée, M. Plourde, nouveau maire d'Albanel, c'est mon erreur. Mais ça reste quand même important. Les choses s'appliquent pareil à Saint-Thomas ou à Albanel. À Saint-Thomas, la grosse différence, c'est qu'avec leur comité d'attraction, un comité qui s'appelle le CREST, le comité de revitalisation Saint-Thomas. économique de Saint-Thomas-du-Dim, eh bien, ils ont avec le changement de logo, ils ont plusieurs activités, des personnes qui sont ultra impliquées. Donc, ça reste à voir aussi. Surtout, je veux dire, il n'y a pas de petite ville où que c'est pas intéressant de voir les élections. Non, mais surtout, Saint-Thomas, je trouve ça intéressant. Ça faisait plus de 40 ans que M. Tremblay était là. Oui, puis il parlait, je sais qu'il en parlait entre les branches d'une valeur éco-responsable, zéro déchet au sein de la municipalité. Donc, tu sais, Oui. est-ce que ça va suivre dans ce sens-là? On le souhaite. Avec les fermetures qu'on a eues dans les dernières années de la scierie de Saint-Thomas, ça a un impact aussi au niveau de la politique. Oui. Donc, c'est toutes des choses intéressantes à voir dans la ville de Saint-Thomas-du-Dim. D'accord. Je t'amène maintenant sur la véloroute des Bleuets. Oui! Donc là, il y a des sections où on voulait passer, créer des passerelles, où là, on a de la misère à s'entendre avec le Canadien national, le CN. Oui. Et là, ça mettrait en péril, en fait, certains passages là, sur la véloroute. C'est particulier, ça, parce qu'il me semble qu'on avait une très bonne entente avec, justement, le Canadien national, qui nous a permis de faire des passages à de nombreux endroits. Là. Qu'est-ce qui se passe? Bien, présentement, la véloroute, pour améliorer l'accessibilité à l'ensemble du tour du lac Saint-Jean, il y a 2 projets majeurs, un à Saint-Gédéon et l'autre à Chambord, pour détourner la véloroute de la 169, puis de passer à proximité ou sur le même espace réservé au train. Donc, avec une distance raisonnable, afin d'améliorer la sécurité des cyclistes. Parce que présentement, il y a des sections de la véloroute où les véhicules roulent à 105 km/h à proximité de moins d'1 mètre à 2 mètres des cyclistes. Donc, quand tu es en famille et tu as quelqu'un qui n'est pas au courant, on va dire, qui n'est pas sensibilisé à la réalité des cyclistes, pour être poli, ben ça rend l'expérience cycliste très désagréable, sinon anxiogène. L'idée de traverser à proximité des espaces qui sont déjà prévus par le CN, c'est que le CN a fait déjà des aménagements pour libérer le plus d'espace autour de leurs installations. Ouais. Cependant, cet espace-là, le CN a des responsabilités face à ça. Ah oui, c'est son territoire. C'est son territoire. Puis on parle quand même de transport avec des véhicules qui font énormément de morts par année. Donc, la distanciation avec des installations municipales, locales ou sociales, faut que ça soit calculé en condition de... Faut pas qu'il y ait de danger que la personne traverse de l'autre côté ou se mette sur la rail. Ouais. Donc, c'est des critères qui ont été changés depuis les derniers aménagements. Le gros problème que j'ai avec l'OCN, c'est leur silence. Ouais. Présentement, il y a un silence radio avec le CN qui, au niveau médiatique, qui dit que les MRC, ils n'ont pas de réponse du CN. Mais j'ai été chercher les documents en question des aménagements et des conditions de sécurité des rails, des voies ferrées. Et je me demande s'il n'y a pas un peu une mauvaise foi de la part des MRC. Parce que dans les documents qui ont été rédigés, écrits par le CN et qui sont accessibles à tous sur Internet, je vous invite à le faire, il est écrit qu'il n'y a aucune condition économique, sociale ou politique qui permet de déroger à la distanciation et aux conditions émises par le CN. Et c'est écrit. Donc, ça veut dire que si le CN, il répond pas,
C'est peut-être parce qu'ils ont répondu puis ils n'ont pas arrêté d'essayer. Oui, peut-être. Puis peut-être aussi parce que l'OCN, c'est une entreprise pan-canadienne et Et non, mais ils ne peuvent pas faire d'exception juste à un petit milieu. Non, je comprends. Parce que l'OCN, c'est aussi la seule entreprise propriétaire des voies ferrées ou une des rares qui fait pan-canadienne. Donc, c'est pas juste une question d'une entreprise privée. C'est une entreprise privée qui a un impact politique, étant donné le transport des biens, étant donné la sécurité, comme on a pu le vivre avec le lac Mégantic. Le lac Mégantic, on parle de quelque chose d'énorme. Mais les passages de voies ferrées où il y a énormément de décès ou des personnes qui essaient de passer entre les rails du train, tout ça, là, on va dire, c'est de la faute du CN, c'est de la faute du CN, c'est de la faute du CN. Et là, le CN dit, on veut pas que ça soit de notre faute, on a mis des règles, on veut pas passer à travers. C'est non négociable, on veut pas être tenu responsable, puis on vous laissera pas un pouce de terrain. Donc, tu sais, autant on se dit, le CN, il y a pas longtemps, on disait qu'il y avait un scandale sur l'entretien des routes, les retards via rail, parce que le CN... Là, le CN est non négociable sur une affaire de sécurité de la population. Pas de ses équipements, de la population. Oui. Donc, j'ai pas vu les plans d'aménagement de la MRC. Mais moi, ce que j'ai lu des documents, puis c'est pas un document d'analyse du projet de la véloroute. C'est le document officiel. C'est le document officiel de sécurité et c'est très clair, c'est très raisonnable, c'est bien expliqué. Puis, faut se poser la question, est-ce que nos préfets, est-ce que nos représentants touristiques, est-ce que les ensembles des acteurs qui poussent le CN seraient prêts à prendre la responsabilité à la place du CN en cas d'accident? Ben oui, je pense que l'enjeu est là parce qu'on est une société de légalistes. Là. Tout le monde veut s'assurer qu'il n'arrivera rien ou que s'il arrive quelque chose, ils ne seront pas responsables. Alors qu'il y a déjà une installation, parce qu'il y a 2 traverses des trains sur notre territoire. Il y en a une troisième. Il y a des traverses de train, puis eux autres, ils fonctionnent déjà. Il y a des endroits où la véloroute traverse une voie ferrée. Oui. Ça veut dire qu'il y a quand même une coopération du CN. Donc, s'il y a un abus, puis là que les représentants politiques, on ne parle pas de l'ATR, on ne parle pas de l'organisation de la véloroute, c'est les représentants politiques qui viennent au-devant. Donc, moi, je n'ai pas entendu la véloroute dire « le CN ne me parle plus ». Oui, je comprends. Donc, c'est quand même quelque chose à se poser. Je vous invite à regarder. Puis, moi, j'aimerais vraiment beaucoup qu'on puisse avoir accès. Je ne les ai pas trouvés. Peut-être parce qu'ils sont disponibles, mais je ne les ai pas trouvés. Les plans d'aménagement proposés au CN pour qu'on puisse se faire nous-mêmes notre avis. Je ne les ai pas trouvés. Ça existe peut-être, mais moi, je ne les ai pas trouvés. Puis, me faire ma propre avis versus le CN. Je préfère une installation qui est déjà approuvée, qui, oui, peut... Puis c'est plus facile de faire une sensibilisation ou de faire quelque chose qui peut être ludique, de dire « Attention, il y a des cyclistes, on laisse le 2 mètres », ou encore une sensibilisation autour des routes, en plus de faire la promotion de la véloroute. Tu sais, il y a d'autres alternatives. C'est vrai que c'est le fun. C'est vrai que c'est beau. Mais est-ce qu'on va sacrifier? Bien, moi, ce que j'ai des informations, j'ai vraiment l'impression qu'on veut pousser l'attrait touristique par-dessus bien, pas la sécurité, parce qu'en fait, mais les intentions de sécurité d'une entreprise qui a la responsabilité de ses aménagements. Très éclairant tout ça. Merci, Joanie. Je t'amène sur un sujet que je ne peux pas passer à côté parce que j'ai des choses à dire. Bioparc à Saguenay. Lundi, ça la brassait fort au conseil municipal de Saguenay. Les conseillers avaient préalablement accepté le projet, mais c'était comme la phase finale pour l'accepter. Et là, finalement, revirement de situation, 11 conseillers sur 15 qui votent contre. Grosse mobilisation citoyenne à l'intérieur qui est allée... qui ne sont pas allés de main morte, là, ils sont allés d'une manière assez intimidante au conseil de ville. Moi, j'avais des gens là-bas parce que, bon, sans rentrer dans les détails, j'ai des informations privilégiées de ce qui s'est passé durant ce soir-là. Puis il y a des choses, donc moi, j'ai des problèmes. Au bout du compte, on a le droit de dire qu'on est contre quelque chose en société, puis c'est parfait. Oui. Bon, là, premièrement, il y a des élus qui ont viré le capot de bord. Ça, c'est très électoraliste, mais ça leur appartient. Ils vivront avec les conséquences. Moi, où j'ai 2 problèmes dans l'histoire, c'est avec le type de manifestation qui a été faite par les gens de l'intérieur. Premièrement, c'était super agressif. Ils ont tenté de bloquer la salle du conseil pour que personne d'autre que les manifestants soit là. Quand le promoteur essayait d'expliquer, de donner des détails sur son projet, écoute, il se faisait hurler des choses par la tête, donc il n'était pas capable d'expliquer les affaires.
Je trouve que c'est pas ça. C'est pas ça. On est capable. On est-tu capable d'avoir un débat de société sur des enjeux importants sans se crier après? Je trouve ça très malsain. Et ils ont porté l'odieux à traiter la mairesse de dictatrice. Là, je m'insurge. Là. Vous manquez vraiment d'éducation et de culture. Voyagez un peu, là, allez dans une vraie dictature, vous allez voir c'est quoi. Juste le fait que vous ayez pu dire que la mairesse était une dictatrice, ça démontre qu'on n'est pas d'une dictature. Allez au centre de Moscou et criez Vladimir Poutine est un dictateur, je vous donne 5 minutes avant que la police vienne vous tabasser. Puis une semaine pour avoir encore des traces. Je trouve ça gênant pour les gens dans le monde qui vivent sous des dictatures qu'on puisse utiliser. Les mots ont un sens, les mots ont un poids. S'il vous plaît, un peu de décence. On peut comprendre qu'il y ait un désaccord. Ah, mais c'est normal. C'est tout à fait normal. Puis le bioparc était quand même un projet très envahissant. Puis les gens de la Terrière ont le droit de manifester leur désir de ne pas l'avoir dans ma cour. Pas dans ma cour. Ils ont le droit de l'exprimer, mais ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit de faire de l'intimidation. Ils n'ont pas le droit de faire de l'intimidation. Ce qui me fait penser, ça me fait un lien. Je ne maîtrise pas le projet du bioparc, je ne te le cacherai pas. Mais il y a une nouvelle qui cache en dessous, c'est la ministre André Laforêt, c'est le ministère des Affaires municipales, qui a lancé cette semaine, dans les jours avant ou après, toute une campagne pour une meilleure communication et contre le harcèlement des représentants municipaux. Donc, les conseillers, les maires. On fait du pouce hein, sur. On disait tantôt qu'il y en avait moins qui se présentaient. Bien, peut-être aussi que ça fait partie du problème. Hein. Avec les réseaux sociaux, avec plusieurs choses, sont tellement rendus accessibles, nos représentants, qu'ils ne sont pas juste accessibles pour les gens qui veulent leur parler. Pour les gens qui veulent le détruire. De toute façon, les gens qui sont d'accord, ils ne viendront pas te le dire « je suis d'accord ». Mais quand ils ne sont pas d'accord, par exemple, et tu vas le savoir, puis c'est correct de le dire, en fait. C'est les mots qu'on utilise, le vocabulaire qu'on a. Mon Dieu, on n'est pas des hommes des cavernes. C'est correct de l'exprimer, c'est correct de le démarquer, mais c'est pas correct de nuire au sentiment de sécurité d'un individu, au sentiment de respect de son opinion. Puis moi, des gens qui me disent vous nous écoutez pas, mais qu'eux n'ont pas l'air d'écouter non plus ni le promoteur ni les arguments, j'ai un problème avec ça, moi. C'est comme si tu veux pas te faire imposer une vérité, mais donc tu vas imposer la mienne. Donc, pour te répondre, je vais faire aussi pire que toi. Montrez-vous donc plus intelligent que le débat. Puis ça, je parle pas aux gens de la Terre, je parle à tout le monde en général. Je trouve ça odieux. Ça a été... Tu sais, dans les dernières années, ça a été la grande marque de commerce de la vie politique. Quand c'est rendu que les politiciens ont plus peur de faire... Puis des politiciens, on parle par exemple du premier ministre du Québec qui a fait arrêter un monsieur de Lac-Bouchette pour menace de mort. Donc là, on y va dans un cas extrême. Mais lorsqu'on se sent brimé, tu sais, quand on parle par exemple de la liberté d'expression, il est arrivé un cas personnel à un membre de ma famille puis qui m'a fait énormément réfléchir sur la Charte des droits et libertés, particulièrement sur le droit d'expression, la liberté d'expression. Puis la personne, elle avait exprimé le droit avec la limite du droit d'expression d'une certaine façon que j'ai trouvée très intelligente. Elle a dit, t'arrives chez quelqu'un, puis la personne essaie vraiment de te convaincre que sa religion, c'est la meilleure ou quoi que ce soit. Tu es chez elle, ou tu es dans un lieu public. Bien, tu as le droit de dire « Je ne veux pas t'entendre, je ne suis pas d'accord, je m'en vais. » Tu as le droit de le dire, mais je m'en vais. Mais lorsqu'on parle d'une classe, d'une assemblée nationale, d'un conseil municipal, puis que tu t'empêches les gens de sortir, non, là, c'était d'entrée. Les gens ont été obligés de faire venir la police pour que les manifestants les laissent entrer dans le conseil municipal. Ça, c'est illégal. Donc là, c'est une contrainte. C'est un exercice démocratique pour tous. Là, c'est une contrainte à entendre quelque chose ou à subir une opinion. Parce que là, c'est une contrainte. Donc là, c'est pas de la liberté d'expression. C'est contraindre quelqu'un à appuyer ton idée. Tu sais? Si tu te sens menacé, si tu ne dis pas comme la personne, tu peux pas dire que tu peux pas dire qu'il y a un espace de liberté d'expression. Tu imposes et tu l'empêches physiquement ou psychologiquement de se sentir en sécurité, d'assumer sa propre opinion. Donc ça, ce n'est pas de la liberté d'expression. Si ça t'arrive dans la rue, tu peux dire
je ne suis pas d'accord, je ne veux plus t'entendre, je m'en vais. Tu as le droit et tu es dans la capacité et tu es dans l'opportunité de le faire. Mais dans une salle de conseil, si les gens n'ont pas le droit de rentrer et que dans ton rôle, tu n'as pas le droit de sortir, ce n'est pas de la liberté d'expression. C'est de la contrainte à la liberté d'expression. Je peux avoir l'air de dire un mot extrême, mais c'est une atteinte aux droits et libertés des individus. Exactement. Donc, tu sais, j'ai beaucoup aimé l'exemple, puis ça, c'est un exemple encore plus délicat qui s'est passé dans une école. Puis c'est un vrai professeur, quelqu'un qui a vraiment fait 4 ans d'études en éthique, qui a présenté ça sous cet angle-là. Et moi, j'ai trouvé ça très intéressant de Parce que voir le ça. débat, là, c'est sain. C'est sain pour être d'accord, c'est sain. Mais moi, je vous dis, si vous n'êtes pas d'accord, là, moi, en tout cas, c'est ce que je fais. J'essaie d'écouter les autres pour comprendre leur argumentaire parce que ça me donne plus de force pour défendre le mien. Mais ça m'est arrivé dernièrement de prendre le temps d'écouter quelqu'un, puis au moment où je veux y répondre, parce que dans une discussion, on a le droit aussi de donner notre opinion, je me suis fait répondre « Ferme ta gueule, ça ne m'intéresse pas ». Bien, ça, c'est pas un débat, c'est pas une discussion, c'est pas un dialogue. Non. Là, je pense que... non, mais en tout cas, il faut changer cette manière de ne pas être d'accord. Notre Constitution nous donne le droit de manifester, nous donne le droit de ne pas être d'accord. Maintenant, il ne nous donne pas le droit d'être désagréable. N'est pas le droit de contraindre la personne à entendre le discours. Si une personne est tannée, elle ne doit pas être contrainte. Si elle dit ta gueule, par exemple, ce qui est un... Ta gueule, je veux rien... On a entendu pire que ça lundi soir. Si on a ta gueule, je veux rien entendre, ben tu te dis, ben merci, vous pouvez quitter, on va continuer. On a entendu, maintenant on va décider. Là, dans ce contexte-là, à ce que tu m'expliques, ça n'a pas été ça. Non. Il n'y avait pas de liberté des personnes de quitter le débat. Parce qu'un débat sain aussi, si ça devient trop émotionnel, de dire on prend une pause, je ne suis pas d'accord avec ce que tu as dit, mais je dois prendre le temps d'avaler. Puis toi, laisse-moi la place. Qui étaient crinqués entre eux, là, oui. Encore, ben, c'est ça. On est dans slapshot, là, à go, là. Mais dans un débat sain, si on voit que ça devient trop émotionnel, surtout dans des projets, dans des choses. Tu sais, si on parle d'affaires personnelles ou autre, ça peut être très intense de se dire je suis pas d'accord, on n'est pas d'accord, mais là, ça devient émotionnel. On peut-tu prendre un break? C'est ça qu'on va faire, on va aller à la pause immédiatement. On revient. Drax? Jen. Le passeport vaccinal est maintenant exigé pour fréquenter certains lieux publics. N'attendez pas de frapper un mur. Faites-vous vacciner. Le passeport vaccinal est maintenant exigé pour fréquenter certains lieux publics. N'attendez pas de frapper un mur. Faites-vous vacciner. Bonjour, bienvenue à Impro en studio. Impro en studio. À Impro en studio. Impro en studio, c'est une rencontre entre deux joueurs d'improvisation qui se prêtent à différents jeux devant un écran vert pouvant devenir n'importe quel décor. Suivez les aventures de vos joueurs préférés, guidés par les arbitres Vanessa Girard, Sébastien Roy et Christian Laprise. À chacun de ces jeux, c'est une émission où moi, Sébastien Roy et mon collaborateur Nolan Vézina, on rencontre des joueurs, des distributeurs, des concepteurs, des amateurs, des utilisateurs de jeux de société. On a tous un point en commun, on est passionnés de jeux de société. Venez nous rejoindre dans notre cave, on va vous présenter nos coups de cœur. Vous allez sûrement trouver un qui va vous plaire parce que c'est à chacun de ces jeux.
Prochaine adresse, c'est l'itinéraire des entreprises d'économie sociale de la MRC de Maria-Chapdelaine. En collaboration avec la MRC de Maria-Chapdelaine, Essor 02 et la SADC Maria-Chapdelaine, découvrez différentes entreprises et apprenez-en plus sur l'économie sociale. Votre code QR, c'est votre passeport vaccinal. Si vous avez 13 ans et plus, rendez-vous au québec.ca/passeport vaccinal pour télécharger votre passeport. Vous pouvez l'imprimer, le prendre en photo avec votre appareil mobile ou l'importer dans l'application VaxiCode. Pour accéder aux lieux publics et aux activités où l'on exige le passeport vaccinal, vous devrez aussi présenter une pièce d'identité. Obtenez votre passeport vaccinal au québec.ca/passeport vaccinal ou téléchargez l'application VaxiCode. Sans qu'on le voie, la faim s'installe chez un nombre grandissant de Québécois. C'est pourquoi du 7 au 13 octobre, chaque fois que vous achetez un produit du Québec, la SAQ donne un repas. Ensemble, nous soutenons les banques alimentaires du Québec. Je connais Francis depuis l'âge de 3 ans. Je sais et je vois qu'il va pas super bien. Il est triste tout le temps. Il parle pas. Et il est toujours tout seul. Si vous le connaissez, intéressez-vous à lui. Demandez-lui comment il va. Soyez attentif à mon Francis. Quand tu dis à ta blonde, change-toi tes habits en guidoune. Change ton mot de passe que je vois tes messages. Vas-tu finir par changer d'idée maudite bokeh? Change d'air quand tu me parles. Faut que tu changes d'amis. Je te conseille de changer de ton. Ben, c'est pas à elle de changer, c'est à toi. La violence faite aux femmes, ça s'arrête maintenant. Bon, ben, on s'est énervé un peu là, avant la pause. Je m'excuse, des fois j'ai eu des mots durs, mais je l'ai pensé. Bon, c'est ça. Parlons de quelque chose de plus relaxant. Quelque chose de plus relaxant. Hey, Saint-Prime devient la capitale du cannabis. Non, je fais des blagues, mais on a une deuxième usine de production de cannabis qui va venir s'installer à Saint-Prime. Yeah. Donc, c'est 2 projets de cannabis médicinal. Ce que je me demande, c'est pourquoi Saint-Prime? Non, mais tu sais, j'aime beaucoup Saint-Prime. Ben, soyons clairs. Saint-Félicien, ils ont une invitation, pas d'acceptabilité sociale, mais le territoire reste quand même assez intéressant. Ouais. Saint-Prime, beaucoup des citoyens connaissent le domaine agricole et ça semble être plus ouvert. Ça semble être plus ouvert à l'implantation. Je suis très heureuse parce qu'on parle quand même de développement d'entreprises intéressantes, avec une expertise intéressante et dans un domaine qui, au niveau de la bourse, ne fait qu'augmenter depuis la légalisation. Ça fait 3 ans. Donc, on parle quand même d'un domaine qui est ultra rentable, qui va durer dans le temps et qui ne va que se simplifier. Qui se développe de plus en plus, d'ailleurs, au niveau des je lisais des articles dernièrement, on est maintenant rendu à faire des tests sur d'autres types de drogues au niveau médicinal. On ne parle pas au niveau récréatif. Puis, moi, je sais qu'il y en a qui ont fait du scandale, puis j'ai entendu des choses. J'ai lu des choses sur Internet et j'ai fait « Quelles sont vos sources? » Parce que, tu sais, pourquoi ça a fait un scandale, c'est que ce soit une usine de cannabis. Le cannabis, c'est quand même des plants qui sont pas si faciles, mais quand même faciles. Il y a plusieurs à faire pousser. Ça peut être fait en serre. Donc, on parle d'une production à l'année, ce qui n'est pas toujours le cas dans le domaine agricole. Ouais. On a déjà des serres ici, donc on a déjà une certaine expertise, des connaissances au niveau régional. Donc, ça, c'est le fun. Mais puis, en plus, c'est en pleine propulsion de diversifier, comme les vins. Je prends la comparaison, SAQ, SQDC, je vais faire la comparaison. Mais il y a un développement. Quand il y a un développement comme ça, premier arrivé, c'est celui qui va durer le plus longtemps. Il ne faut pas priver nos entrepreneurs locaux. Mais toi, tu dis, à cause que c'est du cannabis, on se montre au-dessus avec une autre morale. Parce que dans ce cas-là, on pourrait se poser plein de questions sur beaucoup d'entreprises au niveau moral. J'ai entendu. Dans le fond, c'est quelqu'un qui avait commenté sur une page Facebook, puis il a été commenté à la radio, puis j'ai fait comme... What? Quelqu'un qui a fait... C'est un scandale! La production de cannabis, quand les gens en consomment, c'est contagieux! Ouais, Excusez.
Non, mais il y a une certaine méconnaissance encore, je pense. Puis c'est nouveau aussi là, pour plein de monde. Il faut laisser le temps. Tu sais, je pense que c'est pas encore accepté comme l'alcool l'est, mais techniquement, c'est légal. Là, donc, mais c'est l'idée de c'est contagieux. Je peux comprendre que ça peut influencer les personnes autour. Mais s'il n'y a pas de sensibilisation à la consommation, comme on fait pour l'alcool, puis si ça va créer des problèmes. Mais... Si on n'a pas la sensibilisation auprès de la population aussi de respect de la législation, tu as bien beau l'avoir acheté à 21 ans, donne-t'en pas un à 18 ans. Puis les gens vont... Tu sais, je pense que la plus grosse perte, le plus gros danger qu'il peut avoir dans une ferme de cannabis, là, c'est que ça passe au feu. Là, ça ferait de la contagion. Là, ça serait de la contagion. Mais quels seraient les autres dangers? Puis je pense qu'il y en aurait qui seraient bien relax. Si ça passe au feu. Non, mais c'est pour ça qu'ils sont pas allés s'installer à l'intérieur, parce que ça pue. Hey, on fait des blagues, là, mais surtout c'est pas si que le cannabis a une odeur plutôt asée, hein? Donc, mais c'est pas la production qui est plus, c'est la consommation. Mais c'est le fun d'avoir parce que là, on parle de la plante, mais c'est aussi que je sais qu'il y a des centres de recherche et de développement pour d'autres produits avec ça. Donc, c'est pas juste une ferme. Ça va être un centre de développement de nouveaux produits. Donc, on parle de l'expertise. Absolument. Puis, c'est pas petit Joe fini son secondaire qui a le droit d'aller là. Ça va être des travailleurs, des spécialistes qui vont avoir... Tu sais, présentement, au niveau du Canada, les gens qui ont le droit, c'est soit des spécialistes, des personnes qui sont très compétentes et qui ont des recherches judiciaires. Il y a toute une vérification du casier judiciaire, toute une vérification pour s'assurer que ça ne sort pas, que ce soit ultra sécurisé. Ils n'ont pas le droit d'en consommer, même à l'extérieur du travail. Donc, il y a plein de choses. Parce que je trouve que les gens ont une espèce de fausse morale, là, parce que c'est du cannabis. Si vous voulez avoir une vraie morale, commencez à vous poser des questions plus grandes, là, comme quelles sont les conditions de travail de ceux qui exploitent la bauxite. Mais bon, c'est un autre débat. Il y a encore mieux que ça. Ouais. C'est de se dire, la pire drogue au niveau de la consommation, c'est l'alcool, puis il n'y a personne qui se plaint. Oui, c'est ça. Alors que le cannabis... Étant donné qu'on est au début de la légalisation, ça fait moins de 3 ans, là. Ça fait 3 ans ce mois-ci. On a la chance d'avoir l'historique de la SAQ. On a la chance d'avoir l'historique de légalisation de d'autres produits en tant que Québécois, pas dans d'autres pays, là. Dans d'autres pays, bien sûr, mais en tant que Québécois, dans notre culture québécoise. On est quand même assez privilégiés. On est très privilégiés pour les entrepreneurs parce qu'il ne faut pas oublier là, que ça commence ici. Il y en a un peu dans d'autres pays, mais à un moment donné, là, ça va devenir, comme beaucoup de choses, normalisé. Puis notre expertise, on sera capable de l'exporter, on sera capable d'en faire part. Puis ça va être une richesse pour nous. Puis moi, quand j'ai entendu la nouvelle, les promoteurs n'avaient pas encore été annoncés. Non, moi non plus. Peut-être qu'à la diffusion de cet épisode, ça va être annoncé. Mais... si c'est québécois à 100 ça serait malade. Si c'est une entreprise québécoise à 100 présentement, le cannabis n'est pas vendu juste au Québec. Là. C'est vendu partout au Canada, de différentes manières. Et ça se légalise un peu partout à travers les États-Unis. Il y a très peu d'États où ce n'est pas légal. Donc, ça veut dire que c'est des entreprises qui ne peuvent, s'ils sont bien gérés, bien sûr, comme n'importe quelle entreprise, c'est un milieu qui est en pleine expansion. Donc, tu sais, il ne faut pas se dire... les meilleures entreprises, celles qu'on voit les plus grosses, les GAFAM, ils n'ont pas attendu de dire « Je ne suis pas sûr que ce marché-là va se développer ». Ils ont été innovateurs, ils ont été audacieux dans des domaines que les gens ne pensaient pas, puis que des fois, il n'y avait pas d'acceptabilité sociale. Si on parle à l'histoire de la Silicon Valley, là, c'était complètement la contre-culture, puis les gens qui travaillaient à la Silicon Valley, c'était des gens qui n'étaient pas productifs et qui n'apportaient rien à la société. Et je voilà. m'excuse. Bang. Aujourd'hui, ça a pas mal prouvé le contraire. Donc, il faut donner une chance aux innovateurs, aux audacieux. Puis en plus, quand ça se fait au local, on a la chance d'avoir les experts directement à qui parler, puis qui on peut se sensibiliser. Puis ça se développe vite. Là. Regarde juste au niveau des jeux vidéo. Là, c'est une nouvelle boîte qui vient s'installer à Saguenay après Ubisoft. Donc, tu sais, je veux dire, on crée aussi ces univers-là, mais il faut donner la chance. Moi, je dis bravo à Saint-Prime. C'est des belles implantations qui vont arriver chez eux.
Puis moi, ça va devenir, et je pense que ça va être un bel outil d'attractivité pour des nouveaux résidents, pas en tant que cuisine, mais ça démontre une ouverture de la part de l'esprit politique pour des entreprises d'innovation plus audacieuses. Bon, maintenant, on va sortir un peu de la région. Là. Il y a des sujets lesquels je veux parler. Premièrement, Jehan Kamel a remis son rapport sur la mort de Joyce Echaquan. Je ne vais pas tant revenir là-dessus, on en a parlé beaucoup. Oui. Beaucoup de recommandations, entre autres aux infirmières, aux médecins, etc. Une seule recommandation pour le gouvernement, de reconnaître le racisme systémique. Et là, il y a eu des réactions. Bon, le gouvernement nous dit non, nous, on ne veut pas le reconnaître, on ne croit pas en ça. J'ai l'impression qu'il mélange les affaires. En tout cas, j'écoutais son explication de qu'est-ce que le racisme systémique, puis je suis pas certain qu'il a bien compris, M. Legault, mais bon, ça, c'est un autre débat. D'ailleurs, c'est devenu un débat sémantique, là, c'est un peu triste. Mais je veux revenir sur la sortie de Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du PQ. Je m'excuse, mais quelle crampe! Non, mais il est allé affirmer que Jehan Kamel avait outrepassé ses droits, ses pouvoirs, en donnant des recommandations de nature sociologique. Je m'excuse, le rôle d'un coroner, c'est de comprendre pourquoi il est mort des gens et de donner des recommandations pour plus qu'il y ait de morts. Si, par exemple, il y a quelqu'un qui traverse la rue et qui se fait frapper, bien, la circulation d'auto, ça fait partie de notre société. C'est géré, c'est de la sociabilisation. Il faut apprendre, on va changer les affaires pour qu'il y ait d'autres mondes. C'est la même chose. J'ai trouvé très ordinaire. Est-ce que M. Saint-Pierre Plamondon aurait la responsabilité de tenir et de garder sur ses épaules de manière historique, parce que c'est Mme Jehan Kamel qui va garder ça. C'est son nom qui est sur le rapport. C'est elle qu'on va marquer dans l'histoire. C'est ça le rôle d'un coroner. C'est le rôle d'un coroner, c'est de déterminer les sources, les causes d'un décès. Puis de faire des recommandations pour pas que ça se reproduise. Donc, ça veut dire une analyse le plus complète possible. Là, dans ce cas-ci, on parle de quelqu'un, tu sais, Mme Echaquan, là, elle s'est filmée. Ça a été live. Si elle n'avait pas été des Premières Nations, elle serait probablement encore en vie, là. Puis, tu sais, l'aspect sémantique, moi, j'ai comme vraiment... Monsieur Legault perd énormément de plumes dans mon estime parce qu'on l'a bien aimé pendant la pandémie, son côté patriarcal, son côté « je gère tout ». Ayez confiance. Mais là, présentement, j'ai plus l'impression d'avoir... de faire partie de l'émission « Papa a raison ». OK? D'avoir une émission « On ne s'obstine pas avec papa ». Ça a toujours bien marché à la manière de papa. Ça doit rester comme la manière de papa. Puis papa, il doit avoir raison. On aime les gouvernements paternalistes quand on est en crise, comme le COVID. Mais je pense que dans la vie, on n'aime pas tellement ça. Mais c'est un indicateur qu'on est en train de sortir de la crise. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Mais... c'est surtout un indicateur que la société a besoin et elle est prête et elle veut changer Je rappelle que George W. Bush a reconnu qu'aux États-Unis, il y avait du racisme systémique. Je dis ça de même, je dis rien. C'est quand même pas rien. Quand on connaît l'homme, c'est pas rien. Mais, excuse-moi, c'est pas rien, puis on dirait qu'on parle à Symphorien des fois avec notre premier ministre. Mais c'est surtout que j'ai pas lu la totalité, mais ce que j'en ai compris de Mme Kamel dans son... On parle pas d'accuser des individus. On parle pas d'accuser une structure, mais de reconnaître qu'il faut repenser la structure parce que, de manière inconsciente, parce que c'est ça, un système, c'est quelque chose qui s'est créé, qui a évolué à travers le temps afin de répondre à des besoins dans un... Oui, puis le système a été créé, c'est plate à dire, là. M. Bock-Côté va encore se lever pour me dire « Ah non, nous, pauvres hommes blancs, nous sommes martyrisés. » Mais le système a été créé par des gens, souvent des hommes blancs, qui ont voté des lois à une certaine époque. Aujourd'hui, la société a changé, mais ces lois-là, quand ils ont été faites, ils n'étaient pas nécessairement mauvaises, mais ils ont été faites aussi pour protéger les gens de cette époque-là. Mais la société change, puis je pense qu'il faut évoluer avec la société, puis qu'on est rendu là. M. Legault, parlez aux jeunes. Monsieur Plamondon, vous voulez vous rapprocher de la jeunesse, écoutez-les un peu, allez leur parler, vous allez voir là, qu'il n'y en a pas beaucoup qui ne croient pas au racisme systémique, tu sais, voyons. Je vais te donner un exemple assez... Parce que tu me dis ça, puis ça me donne un exemple visuel. Je ne sais pas s'il est juste, j'aimerais ça en jaser avec toi, mais ça vient de me flasher là au moment où on enregistre. Vas-y, au pire, on va effacer. Mais si on parle d'un système, un système qu'on connaît tous, c'est notre système sanguin. Il a été créé parce que chacun d'entre nous a évolué d'une certaine façon.
il y a plus de sang dans le cerveau, il y a plus de sang dans nos muscles quand on s'entraîne, le métabolisme. Il y a un système qui en impacte d'autres. Le système nerveux, il y a plein de systèmes à prendre en compte autour de notre système sanguin. Donc, il y a des informations qui partent d'un bord puis qui se transmettent partout. On va-tu dire que c'est à cause du système sanguin si mon orteil a manque d'air? Non, c'est pas le système sanguin. Mais lorsque le système sanguin a été aménagé, par exemple, avec un problème de santé ou a évolué pour répondre à un certain besoin et ça change, genre, par exemple, notre système sanguin, au niveau de l'histoire, a été fait pour des gens qui sont actifs. Et là, maintenant, on est 8 heures par jour assis. Toi puis moi, là. Oui, par exemple. Bien, c'est pas de la faute du système, mais il faut reconnaître qu'il faut s'adapter avec cette nouvelle réalité. Donc, c'est soit la réalité a changé, donc nous, là, on n'a pas le contrôle sur notre système sanguin, on se le dit, mais le système de santé, on a le contrôle. C'est pas parce que le système de santé a été mal fait, c'est que le système de santé a été fait dans une situation qui a amené une discrimination raciale. Non, puis il y a des biais encore aujourd'hui. Écoutez, là, ma fille est en 3e année. Là, cette semaine, elle arrive avec son livre d'histoire. Hein? Elle sait qu'on est touché par la question des Premières Nations chez nous. Fait qu'elle dit, on a parlé des Premières Nations. Super, fait qu'on regarde son livre. 2002. On parle encore, quand on parle des Premières Nations, de Brébeuf, le Saint-Martyr des Iroquois, des Maisons Longues. Et on parle même pas de Kateri mais là, à un moment donné, il va falloir arriver puis remettre les choses pour qu'on ait une réflexion commune, puis que notre société, puis notre système politique s'adapte aux nouvelles réalités. C'est tout. On ne dit pas toi, tu es raciste, toi, tu ne l'es pas. On dit juste que le système a des biais. On peut-tu le reconnaître? On le voit statistiquement, là, on est capable de le voir. Là. Plein d'affaires. Si tu t'appelles Tremblay, tu as 3 fois plus de chances d'avoir une entrevue d'embauche ou de pouvoir louer un appartement que si tu t'appelles Traoré ou, je ne sais pas, tu sais. Fait qu'à un moment donné, Criff, les données sont là. Puis des fois, c'est plus insidieux que ça. Des fois, c'est plus insidieux. On a quand même, par exemple, le bon exemple de on veut avoir des quotas de certaines communautés ou avoir une certaine visibilité culturelle ou sociale dans des organisations. Il y a une bonne intention dedans, puis c'est pour initier le mouvement d'inclusion sociale. Mm-hmm. Parfait. Mais si la mentalité n'a pas changé il n'y a pas une sensibilisation, la mentalité n'a pas changé auprès des employés qui sont déjà présents, qui sont cisgenres, hétéronormés, eh bien, ce que ça fait, c'est que la personne qui arrive est encore discriminée. Pas juste parce que le système, le but n'est pas de la discriminer, au contraire, c'est de l'encourager. Mais pour les autres personnes qui sont là, 90 %, ils se disent, bon, ben, elle a la job juste parce qu'elle est de la diversité. Ouais. Donc, c'est ça qui est aussi insidieux au niveau d'un système. Parce qu'un système, comme je parlais du niveau sanguin, c'est autant des follicules que les artères. Donc, chacun de nous, avec notre relation avec un système qu'on trouve raciste, on s'entend, c'est un système raciste. On ne parle pas d'individus, on parle d'un système qui a créé un racisme ordinaire. En changeant notre perception et en faisant des demandes et en surveillant, en gardant une veille de manière individuelle, comme les globules blancs avec notre système. Tu ferais un super prof de bio. Bio et politique. Ouais. Bien, c'est là qu'on va pouvoir changer notre système puis évoluer. Parce qu'on ne parle pas d'une révolution, on parle d'une évolution. On ne change pas le paradigme, on améliore le système. On ne le change pas, on l'améliore. Puis comment veux-tu régler un problème si tu le reconnais pas qu'il y a un problème? Tu sais, moi, ça, là, j'ai bien de la misère. Pour évoluer, lorsqu'on voit une évolution au niveau biologique... Va chez les alcooliques anonymes, la première chose qu'ils vont te dire, c'est reconnaître ton problème, on est déjà sur la bonne voie. Oui, puis tu sais, au niveau de l'évolution, c'est reconnaître qu'il y a un problème, puis trouver la meilleure solution. La meilleure solution va prôner ses autres dans le darwinisme. Mais il y a une théorie qui parle de darwinisme social. Ah non, mais Herbert Spencer, qui n'a jamais été démontré scientifiquement d'ailleurs, là. Le darwinisme social, ça n'existe pas. C'est une théorie idéologique. Non, c'est une théorie. C'était fait pour conserver les privilèges de ceux qui en avaient déjà et pour justifier le colonialisme. Non, mais là, c'est... En tout cas... Non, là, moi, je te parle pas dans le sens des différentes couleurs. On parle pas du niveau biologique. Je parle des comportements sociaux. Non, mais moi, donc, c'est pas exactement le même. J'enseigne le darwinisme social non, pour le démolir, d'ailleurs. Mais j'ai peut-être utilisé le mauvais terme. C'est que je comparais le système du darwinisme biologique
et le système de sauvegarde des comportements acceptables. Plus il y a des gens qui vont accepter un comportement, plus il va durer dans le temps. Moins il va y avoir de gens qui vont l'accepter, moins il va durer dans le temps. C'est sur ce point-là, je pense, qu'une théorie de l'évolution. Oui, mais parce qu'il y a une différence, la théorie de l'évolution des espèces, puis Oui. c'était une question d'adaptation, c'était pas de dire que les gens étaient supérieurs ou pas aux autres. Là. Non, c'est ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et je suis tout à fait d'accord avec l'ensemble de la communauté intellectuelle, sociale, qui sont en appui avec cette critique. Génial! Bon, on a-tu une minute pour un dernier sujet? Je te laisse piger, tu aurais le goût de parler de quoi? Parce qu'on a presque plus de temps, mais il en reste comme pas assez pour... il en reste comme assez pour que... Garderie en milieu familial non reconnu. Ben oui, mais là, il y a On des gens... a une pénurie de garderie qui nuit tellement à notre développement économique. Mais est-ce que c'est une raison pour tolérer des services qui ne sont pas de qualité et mettre en danger notre santé économique, non, mais il y a des nos gens enfants, qui vendaient des places en des garderie, fraudes, mais même pas des fraudes. Ah. alors que c'est un système qu'on dit on va rembourser au niveau gouvernemental. Donc, si le gouvernement crée un système public, bien, il doit aussi gérer les non reconnus. Ça veut dire que les permis doivent rentrer en conséquence. Un médecin dans le système public, tu le connais. Mais s'il est dans le système privé, il fait quand même partie de l'ordre. Ouais. C'est pas le cas présentement avec nos systèmes de garderie. Ah non, il faut changer ça, Moi, ça peut être non reconnu, mais il faut un permis. Il faut des gens qui ont le besoin puis qui ont une panique parce qu'ils savent qu'il faut faire garder leur enfant pour leur soutirer des sous. Là, on parle quand même de nos enfants. Là. Le côté éthique, il est plus qu'important. Ouais. Merci, Joanie. Un superbe plaisir de t'avoir eu encore cette semaine. J'espère que vous avez été d'accord ou pas avec nous, que ça a suscité des émotions. Écrivez-nous, parlez-nous, venez nous voir. Merci d'avoir été là. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Qu'en pensez-vous? Bonne semaine!